Merci d'être encore là à cette heure-ci, merci aux parents, merci aux professeurs, parce qu'on les taquine un peu, mais c'est quand même eux qui passent un grand moment, une grande partie de la semaine avec nos enfants, en étant avec 30 ou 40 enfants devant eux, avec les moyens qu'on leur donne, c'est pas forcément le métier le plus facile. Donc on critique beaucoup, mais on sait qu'ils font un formidable travail pour la grande majorité. Donc moi je suis Cédric Trossier, et c'est ma collègue Cyrielle Dac qui est derrière moi. Nous, on est des précepteurs, on est des professeurs en soutien scolaire, on travaille à domicile pour l'organisme Réussite. On a plusieurs professeurs qui sont dans l'équipe, qui ont des formations spécifiques pour suivre les enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, que ce soit des HPI, des DRH, des choses comme ça. D'ailleurs, j'adore ce terme de neuroatypie qu'utilise Alexandre, puisqu'on ne parle pas de trouble, on ne parle pas de quelque chose de négatif. En fait, la norme, quand on parlait de la norme, elle est définie tout simplement par le plus grand nombre. Si le plus grand nombre des humains avait un seul bras, être normal, ce serait avoir un seul bras, et donc nous tous ici, nous ne sommes pas normaux. Là, aujourd'hui, c'est l'inverse, on a deux bras, donc on est normal, et quand on n'en a qu'un seul, on n'est pas normal. Donc c'est pour ça que ce terme de neuroatypie est beaucoup plus intéressant. Simplement, ce sont des enfants qui ont plus de difficultés peut-être que d'autres à se fondre dans le moule dans lequel on leur demande de rentrer. Donc c'est très important d'avoir les meilleurs outils possibles. Alors les outils qu'on va vous présenter aujourd'hui sont en réalité valables pour n'importe quel enfant, n'importe quel adulte, c'est simplement pour favoriser l'apprentissage. On a parlé de SAS, je rebondis un peu sur ce qui a été dit avant. On a parlé de SAS pour les enfants, mais il faut savoir qu'il y a un SAS qui est aussi très important, c'est pour vous les adultes. Parce que quand vous allez rentrer de votre travail, vous-même vous êtes fatigué, vous êtes probablement peut-être énervé, vous allez encore avoir le repas à préparer, du ménage, des choses comme ça, et hop, on va aller aider notre enfant à faire les devoirs entre deux. Et comme on est en train de se dire « Ah, mais il me saoule avec ses devoirs », ça vous parle un peu, je pense, Laurent qui sourit. Il me saoule avec ses devoirs, il faut encore que j'aille cuire derrière, il faut que j'aille faire d'autres choses, on va s'énerver encore plus facilement. Donc le SAS, il est très important pour vous. Vous avez eu des méthodes ECAP, de la sophrologie, des choses comme ça. Prenez quelques minutes minimum pour simplement vous faire une parenthèse et vous dire là, je vais me dédier à mon enfant par rapport à ses devoirs. D'accord ? Comme ça, vous rentrez dans ce moment en étant vous-même en conscience, vous-même calme. On a parlé de la notion d'exemple. Voilà, malheureusement, ou pas d'ailleurs, vous êtes adulte, vous donnez l'exemple à votre enfant. Donc si vous venez vous-même en étant énervé, ne vous étonnez pas que votre enfant va s'énerver aussi. Si vous venez avec votre téléphone, parce que vous avez la bonne excuse de dire oui, mais moi c'est pour le travail, mauvais exemple aussi. Vous venez vraiment vous dédier, vous laissez le téléphone, vous laissez toutes les distractions ailleurs, et vous êtes là avec votre enfant, c'est très très important. Donc ça, on va aller assez vite parce qu'il est quand même assez tard déjà, on ne va pas vous donner trop de choses. On va parler de la répétition, donc on va être un peu redondant aussi sur certaines choses. Hop, alors faut qu'elle s'allume. La première image, c'est un adolescent qui a son cerveau en main, puisqu'on a un outil formidable qu'on a toujours sur nous, c'est notre cerveau. On vous en a parlé de plusieurs manières différentes, il a des besoins, notamment l'eau. Nous, je sais que dans les cours particuliers, on propose et on essaye même d'imposer parfois à nos enfants, à nos élèves, de boire de l'eau, de boire un petit verre d'eau. On entre en cours particulier, on fait les mouvements ECAP avec eux. On entre vraiment dans ces séances pour leur apporter un peu ces habitudes en espérant qu'ils les reproduisent derrière. L'idée là, c'est de vous donner aussi des outils que vous allez, j'espère, réutiliser chez vous. C'est pas simplement d'être là et de finalement apprendre quelque chose, de ne plus l'utiliser après. Alors, il y a certaines méthodes, certaines astuces qui vont vous paraître peut-être évidentes, d'autres pas. Mais simplement, on a tous notre vie de tous les jours et on ne voit pas toujours tout. Alors, on motive beaucoup les élèves, et donc pour vous, vos enfants, en leur disant, plutôt que de travailler toujours plus, on va parler d'efficacité. Surtout, on l'a dit, les élèves qui ont des troubles, les neuroatypiques, toute la journée, ils sont en marathon. Donc si on peut leur trouver des méthodes pour moins travailler, avec au moins autant de résultats, si ce n'est plus, je vous assure qu'ils vont être beaucoup plus motivés à suivre vos conseils. D'accord ? Donc, plus on aide le cerveau, moins on a besoin de travailler. On a parlé du sommeil, on va en reparler tout à l'heure encore, on a parlé de la soif, etc. Il y a beaucoup de choses à faire.
On va voir si ça marche. L'éclairage. Une petite anecdote, ça m'est arrivé une fois en cours de demander une perceuse et une lumière à un parent, puisqu'il avait acheté une lumière pour éclairer le bureau d'un de ses enfants, et il ne l'avait jamais posée, et j'en avais marre de travailler, on était quasiment dans le noir, donc c'est moi qui ai fixé la lumière au mur, on fait du bricolage aussi parfois. En fait, tout simplement, la lumière, la luminosité, les études montrent qu'il faudrait, alors c'est un petit détail technique, il faudrait dans les 500 lux, c'est des choses qu'on respecte beaucoup pour les adultes dans les bureaux, pour qu'il y ait suffisamment d'éclairage dans la pièce pour travailler correctement, pour que le cerveau soit suffisamment réveillé. Donc nous, on voit encore souvent des élèves où il y a un petit spot sur le bureau, par exemple. Non, l'idée, c'est d'éclairer toute la pièce le maximum possible, en fait, tout simplement. Vous avez sur votre smartphone, vous avez des applications qui peuvent vous permettre de mesurer les lux, parce que vous allez avoir l'impression que c'est peut-être suffisant, parce que l'œil s'adapte, et le smartphone, lui, va vous donner la vraie valeur. Donc, vous pouvez faire le test chez vous ce soir ou demain, quand vous rentrerez. Testez la nuit ou le soir, en ce moment ça tombe tôt, vérifiez sur le bureau de votre enfant ou là où il travaille, vérifiez quelle est la luminosité qui existe réellement au niveau de son bureau. Vous verrez, des fois c'est tout bête, mais ça peut aider. L'ambiance sonore, on a parlé du silence, il est important que le cerveau ait du silence pour mémoriser, mais il n'y a pas que le silence en fait, il y a aussi l'environnement sonore, parce que Alexandre a très bien dit, il faudrait du silence parfait. Sauf qu'à la maison, il n'y a pas forcément du silence parfait, il y a une porte qui claque, des gens qui parlent, la télé qui tourne ailleurs, etc. Donc une petite ambiance musicale, n'interdisez pas à vos enfants d'écouter un peu de musique. Alors ça dépend quelle musique. L'idéal, c'est pas trop chaud en général pour ça, c'est la musique classique par exemple. Mais maintenant avec tout ce qui est musique en ligne, vous avez des playlists focus, attention, créativité, détente. Vous mettez la playlist, vous n'avez même pas besoin de réfléchir, ça tourne et ça va mettre l'enfant dans une bulle. Et tout simplement, il ne va pas être distrait par la télé, par le petit frère, la petite sœur, etc. Donc l'ambiance sonore, elle est vraiment importante. La place sur le bureau. Si l'enfant dit « Allez, je vais travailler pendant 1 heure » et qu'il va déjà mettre 10 minutes à ranger son bureau, à chercher ses livres, à chercher des cahiers, etc., pour lui, c'est 10 minutes de travail. Est-ce qu'il a appris quelque chose pendant ces 10 minutes ? Non. Donc voilà, essayez de les aider. Alors je sais que ranger les chambres, etc., c'est toujours un peu compliqué, mais essayez de leur expliquer de cette manière-là. C'est pas une punition, c'est simplement pour t'aider à moins travailler. J'insiste là-dessus, c'est vraiment pour moins travailler. Ça, ils vont vraiment l'accepter beaucoup plus que des contraintes données sans explication par le parent qui nous saoule quand on est adolescent. Au niveau de l'organisation du temps, donc ça se base sur des recherches scientifiques, sur de l'expérimentation. Si on se fixe des objectifs, donc au lieu de se lancer n'importe comment, hop, je vais les réviser, vous pouvez aider par exemple votre enfant, surtout s'il a des troubles de l'attention par exemple, il va partir un petit peu, ou pour les HPI, ils vont partir un petit peu dans tous les sens. Essayez de les aider à déterminer un objectif précis. Voilà, pour ces 10 prochaines minutes, essayez d'apprendre cette notion, essayez de travailler cette notion. On parle des devoirs, si on ne parle pas de révision, si on parle des devoirs par exemple, voilà, vous dites, voilà, pendant 10 minutes, tu fais 7 exercices uniquement, et pas plus. Comme ça, vous segmentez, encore une fois, vous segmentez l'information, vous segmentez, on ne lui envoie pas les 4 balles de tennis en même temps, on ne lui envoie pas tous ses devoirs en même temps, une par une. Chose importante, chez nous, on ne parle pas trop de devoirs. Il y a une notion assez négative dans les devoirs, c'est quelque chose, c'est un dû, on doit le faire, et en général, l'adolescent a l'impression qu'il le fait pour le professeur. Alors que non, nous on parle d'entraînement. En fait, le professeur, quand il donne des devoirs aux enfants, il leur propose de s'entraîner. Alors il y a une notion d'obligation, ça c'est pour d'autres raisons, mais essayez vous-même aussi à la maison d'amener cette ambiance positive. On a parlé d'ambiance positive, des émotions positives, du jeu. Essayez de parler plutôt d'entraînement. Allez bien, on va s'entraîner, on va faire du français, on va faire des maths. Bon, c'est pas fun comme du rugby, du foot ou autre, mais ça peut se travailler, je vous assure. Nous, ça nous arrive beaucoup de rigoler en cours, de faire pas mal de choses. On a déjà joué à la marelle en faisant de la physique. Voilà, il y a de l'inventivité. Si vous-même vous venez en étant positif, je vous assure que vous allez passer des bons moments parfois en révisant votre bac. La répétition, plus on répète, plus le chemin s'imprime.
c'est la petite image que j'ai mise à côté, vous voyez un sentier en montagne. On voit que plus on passe au même endroit, plus le sentier va être imprimé, va apparaître. Et si on continue de passer avec de plus en plus de monde, il va être vraiment beaucoup plus marqué et rester dans la durée. Votre cerveau, c'est exactement pareil. Plus vous répétez certaines choses, plus vous répétez une notion, plus les connexions entre vos neurones vont se fixer dans le temps. Moins on va oublier. D'accord ? Donc la répétition, elle crée des réseaux neuronaux qui vont rester. Donc, voir les choses plusieurs fois, ça va être vraiment important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on a fait aussi des répétitions entre les différents intervenants pour que là, vous allez quand même avoir une grosse masse d'informations. Pour que vous puissiez repartir avec des choses concrètes, on répète aussi. On a parlé du sommeil. Oh, pardon, j'ai sauté l'espacé. Alors, si vous avez un enfant qui veut réviser un contrôle, par exemple, avec plusieurs chapitres, proposez-lui, aidez-le à s'organiser. Plutôt que de réviser tous les chapitres à la suite pendant 1 heure, sans pareil trop avoir de fil conducteur, il vaut mieux faire des blocs de 20 à 30 minutes sur un chapitre, puis passer 20 à 30 minutes sur un autre chapitre, et 20 à 30 minutes après de revenir par exemple sur le premier chapitre. Il vaut mieux alterner en fait, parce qu'à force le cerveau il va saturer. C'est un petit peu comme pour les odeurs, je ne sais pas si vous connaissez. Au bout d'un moment, le nez va saturer et on ne va plus sentir une odeur. Si je mets un encens, au début vous arrivez dans la salle, vous le sentez, et puis au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, vous ne le sentez plus, alors que l'odeur elle existe toujours. Voilà, c'est un peu pareil, c'est un peu le même style. C'est le côté saturation du cerveau, il est important à prendre en compte. Donc si on change de thème, ça réveille l'attention. Là ce soir, si ça avait été la même personne qui avait parlé depuis 2 heures, vous seriez tous endormis. J'espère que ce n'est pas le cas d'ailleurs. Un peu quand même. On parlait de dormir justement. Pendant qu'on dort, le cerveau fixe sur le long terme. Donc le sommeil, on en revient encore une fois à ça, ça aide à fixer. Même une petite sieste, vous pouvez proposer à votre enfant, s'il est justement encore plus pour les enfants qui ont des troubles, ils sont déjà très fatigués, proposez-lui de faire des siestes. C'est étonnant parce que très souvent les parents nous demandent mais comment vous faites mon fils, ça fait des années que je me bats avec lui pour qu'il se couche tôt. Vous arrivez là et 2 mois après, il commence à essayer de se coucher tôt. Bon, je ne vous garantis pas que ça marche tout le temps, mais tout simplement déjà on n'est pas les parents. Et on leur propose, on leur dit tu choisis. Soit tu vas travailler, soit tu vas dormir. Qu'est-ce qu'ils vont choisir d'après vous? Dormir. Vous, quand vous leur dites le soir, alors qu'ils sont en train de jouer, de lire ou autre, vous leur dites d'aller se coucher. Là, vous êtes en train d'enlever du loisir pour aller se coucher. Donc si vous leur demandez est-ce que tu veux dormir ou jouer, là, le choix est un peu plus difficile. Donc, essayez de les filouter, on va dire, et montrez-leur que plus ils dorment, moins ils travaillent. Vous verrez que le choix, il va être beaucoup plus vers le sommeil. Et attention à la surcharge, si vous avez des enfants qui ont tendance à travailler en longueur, travailler beaucoup avec beaucoup d'informations, on l'a vu tout à l'heure, l'image est magnifique avec les balles de tennis, trop d'informations, on n'arrive plus à récupérer tout, il y a une partie des informations qui vont partir, le cerveau il déconnecte, ça c'est vraiment prouvé aussi scientifiquement, on le voit avec les imageries médicales par exemple, un cerveau qui a trop d'informations, il sature, il ne sait plus quoi en faire, donc pour se protéger, il bloque. D'accord? Donc ça, c'est très important. Une petite courbe, peut-être que certains l'ont déjà vu, c'est la rétention d'une information, la mémorisation d'une information par rapport au temps. La première courbe en rouge, j'ai appris une information ici, là. Donc là, maintenant, j'apprends quelque chose. Par exemple, cette conférence, aujourd'hui, vous avez appris plein de choses. Demain, vous aurez déjà quasiment tout oublié. Et puis, au fur et à mesure du temps, il vous restera quasiment rien. Si par contre, vous vous rappelez demain, soit ce soir par exemple, demain, alors vous voyez, après le temps s'espace. On ne vous demande pas de revoir ça tous les jours. Et on ne vous demande pas aux enfants de revoir les mêmes chapitres, la totalité de ce qu'ils doivent connaître tous les jours. Ça serait infaisable. Et heureusement, le cerveau, il ne fonctionne pas comme ça. Un jour, une semaine, un mois, et vous voyez que la courbe, elle diminue beaucoup moins. Demain, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez reprendre toute la conférence
et vous allez vous remémorer tout ça. Alors demain, vous ne pourrez pas parce qu'on n'aura pas encore mis en ligne, et vous pourrez en parler entre vous, parlez-en dès que vous rentrez avec vos enfants, avec vos conjoints, conjointes, etc. Parlez-en pour éveiller un petit peu aussi la curiosité, pour vous remémorer tout ça. Sinon, c'est clair, vous êtes venu pour rien ce soir, vous avez perdu un vendredi, vous auriez pu aller faire un apéro ailleurs. Donc si vous voulez que ça soit rentable ce soir pour vous aussi et pour vos enfants derrière, reparlez-en tout à l'heure, reparlez-en demain, la semaine prochaine, et mettez des choses en place avec vos enfants, c'est très très important. Je passe le flambeau à Cyrielle, qui va vous parler de fiches. Bonsoir à tous. Moi, je vous parle de fiches, surtout parce que dans l'apprentissage de vos enfants, en tout cas dans la partie scolaire, on va dire, vous avez un processus d'apprentissage. Vous voyez bien, et vous l'avez constaté par vous-même, bien sûr, que les choses ne s'apprennent pas en un clin d'œil, comme ça, d'un coup, je vous parle de quelque chose, ça y est, c'est appris, c'est acquis, évidemment. Donc, un processus plus ou moins long, bien sûr. Vous avez les différentes phases. Donc, la première phase de l'apprentissage, c'est la découverte. Vous découvrez une information, vos enfants découvrent une information, elle est nouvelle, donc la découverte de quelque chose de nouveau. La deuxième phase, c'est la compréhension. Je comprends ce que ça veut dire, au-delà des mots. C'est-à-dire que, si vous voulez, vous avez deux stades de compréhension. Je parle français, vous parlez français, vous comprenez les mots que je dis. Donc ça y est, vous avez premier stade de compréhension. Deuxième stade de compréhension, c'est vous comprenez l'information qui est véhiculée au-delà des mots. Donc cette phase de compréhension est très importante, bien sûr, puisque le cerveau ne va pas retenir quelque chose qu'il ne comprend pas. Donc pour accéder à ce deuxième stade de compréhension, une des techniques qui marche très très bien, c'est la reformulation. C'est-à-dire aller justement au-delà des mots utilisés et vraiment accéder au sens. Troisième phase du processus d'apprentissage, c'est la phase d'appropriation. C'est-à-dire que ça y est, j'ai compris l'information, qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'utilise? Qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je vais faire avec? Dans quelle situation je vais l'utiliser? Quel exercice, etc. Et la dernière phase, c'est l'évaluation. C'est est-ce que je suis capable de restituer et de contrôler finalement les trois premières phases du processus. Donc nous allons voir que en fonction de la phase dans laquelle l'élève peut bloquer éventuellement ou avoir des difficultés, ou sans avoir de difficultés, mais pour accéder à cette phase d'apprentissage correctement, vous avez différents types de fiches qui chacune en fait va avoir un impact différent. Donc la première, par rapport à la première phase donc, de découverte, ça se passe généralement à l'école. Donc pendant le cours, une bonne écoute active évidemment va être nécessaire, puisque la phase de découverte, si elle se fait mal, la deuxième phase forcément va être un petit peu plus difficile et aura besoin forcément de compensation. Donc plus il écoute à l'école, plus il fait sa phase de découverte vraiment à l'école, moins il aura de travail finalement de compréhension derrière et moins il aura de difficultés finalement à intérioriser toutes ces notions-là. Quand on parle d'écoute active, ça présuppose, alors en classe avec 30 élèves évidemment, ils ne peuvent pas tous participer en même temps, tout le temps, etc. Mais une bonne écoute, par exemple en participant, en écoutant les uns et les autres parler, en privilégiant le fait de se mettre devant s'il a des difficultés dans telle matière. Forcément, ce sont des conseils que vous avez déjà tous entendus pour la plupart, plusieurs fois, mais voilà, ce sont les premières choses qui fonctionnent. Dans la deuxième phase donc, de compréhension, je vous parlais de reformulation. Ah oui, il y avait ça aussi. Donc, on l'a déjà dit, je ne vais pas forcément passer beaucoup de temps dessus. Tout simplement le côté où le fait de lire simplement, on ne mémorise pas beaucoup, vraiment. C'est de plus en plus on va être actif, mais ça je pense que
mes prédécesseurs conférenciers l'ont bien fait comprendre. En gros, plus on va passer de manière active sur les apprentissages et plus ça va être efficace. Le fait de lire de manière passive sans forcément chercher à comprendre ce qu'on lit, voilà, va laisser une empreinte très pauvre sur la mémoire, alors que le fait d'expérimenter des choses, donc en passant par le mouvement par exemple, en passant vraiment sur un entraînement actif, va être beaucoup plus efficace. Donc la reformulation pour une bonne compréhension, comme je vous le disais. La reformulation, il y a plusieurs techniques de reformulation. La réactivation, par exemple, quand l'élève réactive son cours de la journée, par exemple, il va passer par la reformulation, puisque bien sûr, il ne va pas utiliser les mots propres que le professeur a utilisés. Quand il va faire des fiches, donc les différents types de fiches qu'on va voir, forcément, il va aussi passer par la reformulation. Le fait de réécrire son cours mot à mot, très sincèrement, c'est chronophage et ça ne sert pas à grand-chose, c'est pas très efficace. Donc il faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'actif, qu'il passe à l'action et qu'il soit surtout acteur. Il faut qu'il s'approprie l'information avec quelque chose d'actif. Donc vous avez plusieurs types de fiches. Vous avez notamment, par exemple, alors je vais essayer de passer très vite et de ne pas vous faire un cours très exhaustif. Ça va être pas super intéressant pour vous. Vous avez par exemple donc, ce type de fiche où les élèves sont généralement assez allergiques. Ceux qui fichent adorent, ceux qui ne fichent pas détestent. C'est le genre de fiche qui peut prendre un petit peu de temps. C'est le genre de fiche que je peux conseiller aux élèves qui ont un petit peu de mal à comprendre le cours ou du moins à comprendre les étapes nécessaires pour utiliser une notion, par exemple, pour utiliser en maths, par exemple, les étapes d'un raisonnement. Donc vous avez la mise en valeur de certaines définitions, de formules, par exemple, avec ou sans exemple, en fonction de là où il en est dans sa compréhension. Voilà, donc ça reste une fiche résumée basique. C'est pas forcément la plus efficace, elle le peut dans certains cas. De toute façon, une petite parenthèse, mais tout ce que je vous dis là, dans tous les cas, c'est au cas par cas. Il n'y a pas une méthode ou une fiche qui peut marcher pour tout et tout le monde. Malheureusement, vous l'aurez compris, chaque cas est unique et chaque chapitre et chaque matière aussi nécessite forcément son lot de particularités. Vous avez de l'autre côté tout ce qu'on appelle une fiche question-réponse. Les fiches questions-réponses, je les aime bien parce qu'elles sont obligatoirement, elles passent par la reformulation. Et surtout par une réflexion. L'élève prend son cours et imagine ce qu'on pourrait lui demander par rapport à une partie de son cours, par rapport à un chapitre ou par rapport à une partie. Par exemple, voilà, je lis mon paragraphe. Qu'est-ce que le professeur pourrait me demander par rapport à ça ? Quelles sont les questions qu'on peut me poser derrière ? Donc là, on se projette. Si vous avez, vous, en tant que parent, l'habitude de faire réciter vos enfants sur les cours, il peut aussi s'imaginer qu'est-ce que maman ou qu'est-ce que papa pourrait me demander pour que je récite mon cours. Quelles sont les questions qu'il pourrait me poser ? En dehors des phrases à trous, bien sûr, avec un petit peu plus de reformulation. Voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait me demander en contrôle, par exemple ? Pour l'utilisation, on cache évidemment la partie réponse. On pose la question, on essaye d'y répondre, toujours à voix haute pour les habituer à verbaliser, pour les habituer à aller chercher les mots. Et une fois qu'il a donné sa réponse, il baisse le cache et il vérifie du coup si c'est bon ou si c'est pas bon, tout simplement pour se valider. Moi j'aime bien leur faire un petit truc en plus, c'est que s'ils ont la bonne réponse, on fait une danse de la joie, on met de l'émotion positive, je pense que mes collègues seront d'accord avec ça, on met une émotion toujours positive, on emprunte, en fait, on met une empreinte toujours un peu cool sur le côté pas toujours super agréable de travailler ses cours dans ces conditions-là. Les fameuses cartes mentales, est-ce que j'en parle encore ? C'est assez connu maintenant. Les cartes mentales, alors attention, ce n'est pas adapté à tous les élèves.
Ça a été magique et la révélation pour certains de nos élèves qui ne jurent plus que par ça, qui ont d'excellentes notes, qui s'en sortent très très bien, notamment certains profils présentant un TDA, notamment, ou d'autres types 10. Par contre, il y a d'autres élèves qui, quand je leur présente ça comme ça, ils me disent « c'est quoi ce bazar ?» Il y en a de tous les côtés, je lis par où, je commence par où, c'est la panique. Donc, évidemment, on leur explique le fonctionnement. Voilà, ça leur parle ou ça ne leur parle pas. Ne les forcez pas, évidemment, à prendre une méthode ou une autre. Si vous voyez qu'il n'adhère pas, c'est que c'est pas pour lui et on passe à une autre méthode. Un petit détail que je n'ai pas dit pour la mind map, c'est donc c'est très visuel, ça convient aussi aux mémoires kinesthésiques, puisque ça passe par le mouvement, les couleurs, beaucoup, et les dessins au maximum. Donc on écrit très très peu finalement. Pour la phase d'appropriation, là on est plus sur une phase où l'élève est déjà passé par la compréhension et il en est vraiment à s'entraîner, donc à mettre en pratique ce qu'il a retenu du coup, ou du moins ce qu'il a compris du cours. Pour ça, donc, on a toujours les fiches résumées qu'on a vues tout à l'heure, que l'on peut conseiller à l'élève de garder sous la main pendant les entraînements. En tout cas, dans un premier temps, il va les faire avec. Et petit à petit, vous allez voir que plus ces entraînements vont aller, plus il n'en aura plus besoin, en fait. Moins il en aura besoin, en fait. Petit à petit, il va intégrer sa fiche et il n'en aura plus besoin. Il n'aura plus besoin de l'avoir sous les yeux. Ce qui est très utile, du coup, quand on parle de contrôle, puisqu'il n'aura pas sa fiche avec lui. Et en dernier lieu, du coup, les fiches pour l'évaluation, pour préparer une évaluation. Donc là, dans le processus d'apprentissage, on est vraiment fin de chapitre, le chapitre est fini. Et qu'est-ce qui se passe à la fin d'un chapitre? Il y a contrôle, forcément. Donc on va contrôler ses connaissances, on va contrôler son savoir-faire. Donc si l'élève travaille notamment beaucoup plus en autonomie, il se responsabilise aussi. Et on a des fiches exprès pour qu'il puisse savoir lui-même s'il sait ou s'il ne sait pas. Notamment, une des fiches que j'aime bien, moi, c'est la fiche d'auto-évaluation, surnommée fiche post-it, parce qu'elle pourrait tenir sur un post-it. L'élève, tout au long du chapitre ou à la fin du chapitre, reprend un petit peu son cours. C'est un petit peu une astuce, on va dire, qui utilise l'association d'idées, les mots étiquettes. Il prend un mot qui, pour lui, signifie toute une idée ou tout un ensemble d'informations sur plusieurs parties. Il fait ça tout au long du chapitre. Et quand il veut s'auto-évaluer, il dit ce mot qui lui rappelle toutes les informations. Par exemple, je vais vous tester un petit peu. Si je vous dis 1789, qu'est-ce que ça vous dit? Quoi d'autre? Allez-y. La naissance de mon arrière-arrière-arrière-grand. Pourquoi pas? Je ne suis pas sûre qu'on contrôle sa rapport d'époque, mais c'est une info. Exactement. Ça vous dit plein de choses. Donc les mots-clés, ça peut être un nom commun, ça peut être le nom d'un événement, la prise de la Bastille, ça peut être une date, ça peut être un nom propre, ça peut être le nom d'un lieu. Si je vous dis Hiroshima, par exemple, c'est une ville, mais ça comporte aussi en soi un événement, une date, tout plein d'informations comme ça. Donc l'idée, c'est celle-là. C'est avec un mot, on va déclencher plein d'autres informations. Et là, donc, ça présuppose quand même un minimum de conscience, on va dire, par rapport à l'élève, c'est-à-dire qu'il va savoir lui-même, est-ce que je sais, est-ce que je suis sûre de moi, j'ai pas besoin de vérifier mon cours, je suis sûre, j'en mets ma main au feu, c'est ça, c'est la bonne réponse. Ok, tu peux aller au contrôle tranquille, tu es sûre de toi, c'est bon. Ou alors, je crois que la réponse c'est ça, je suis pas bien sûre, je vais aller vérifier dans mon cours. On reste jamais sur un doute. D'accord ? Dès qu'il y a doute, on vérifie. Toujours, on va toujours chercher l'information, on cherche à se valider ou justement à retravailler derrière.
Et troisième possibilité, ouh là là, c'est quoi ce mot? Ça ne me dit rien du tout. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, il n'y a rien qui me vient. Bon ben, l'élève à ce moment-là sait qu'il ne sait pas. Et donc, il peut agir derrière, il peut revoir son cours. Donc généralement, ces fiches-là, je les propose une semaine avant le contrôle. Comme ça, une semaine avant, je peux me positionner sur le fait que oui, c'est bon, je sais, je suis prêt. Ou bien au contraire, oh là là, non, il faut que je travaille encore. Généralement, là je vous parle de fiches, mais généralement on a mis d'autres méthodes en place bien avant, notamment la réactivation. En fait, c'est un travail au quotidien, petit à petit. Donc quand il arrive au stade de fiche, techniquement, il arrive quand même à savoir la majorité de son cours bien avant de s'auto-évaluer. Il y a d'autres fiches, d'autres types de fiches que je ne vous ai pas forcément développées, notamment les flashcards que je ne sais plus lequel de mes prédécesseurs avait mentionné. Vous avez aussi des fichettes, qui sont des flashcards un petit peu plus simplifiées. Des fichettes, vous prenez une feuille A4, vous la pliez en plusieurs petits bouts, tous identiques. Et le but du jeu, c'est ludique, c'est le fait de répéter plusieurs fois, pareil, de se servir du recto verso. Ça marche notamment pour tout ce qui est apprendre par cœur, tout ce qui est verbe irrégulier en anglais, tout ce qui est table de multiplication, les formules en maths, les aires, les périmètres, des choses comme ça. Donc tout ce qui est apprendre par cœur, les petites fichettes, ça marche très très bien. Les fiches questions-réponses peuvent bien sûr être utilisées pour l'évaluation, évidemment. Et il y a certaines fiches qui peuvent être utilisées à deux. C'est aussi l'avantage s'ils veulent réviser en groupe avec les copains, les copines. Les fichettes, par exemple, on peut le faire tout seul et on peut poser la question à quelqu'un. Les fiches questions-réponses, c'est pareil, je pose la question, c'est toi qui réponds. On peut le faire à deux, ça peut être aussi une émulation de groupe pour le faire à plusieurs et montrer qu'on sait, montrer qu'on ne sait pas, montrer qu'on n'est pas tout seul aussi, avoir certaines difficultés. Ah ben là, j'ai pas bien compris cette partie du cours, ah ben toi non plus, bon ben comment on fait, etc. Ça peut être chouette aussi de le faire à plusieurs. Voilà. Dans tous les cas, quelle que soit la fiche utilisée, ça demande évidemment bien sûr un travail régulier. On ne fait pas de fiche la veille du contrôle, ça ne sert à rien. Enfin, ça sert à rien, ça peut éventuellement sauver une note, mais plutôt chronophage et le cerveau va être stressé la veille du contrôle si le travail n'a pas été fait en amont. C'est pas top. Donc, plutôt privilégier quelque chose de régulier. On voit le travail accompli, pas comme une grosse montagne infranchissable, mais plutôt comme des petites dunes qui sont plutôt sympathiques. Voilà, je vous remercie. Merci Cyrielle. Alors, dernière partie pour moi. Après, ça sera... Je n'aurai pas de chance. Dernière partie pour moi, après ça sera le tour d'Emmanuel Delrieux de parler de psychologie avec vous. Une notion qui est très importante. Une notion qui est très importante pour vos enfants, quels qu'ils soient, mais encore plus pour ceux qui ont des troubles de l'attention ou qui ont un haut potentiel, qui ont leurs petites pensées qui partent un peu partout en arborescence, qui vont être très rapidement dispersées. Et grâce à l'infobésité, la notion dont parlait Alexandre, quand on dit que l'information double tous les 7 ans, dès notre naissance, on est submergé d'un flot d'informations utiles ou futiles. Donc le cerveau, il ne sait plus trop où donner de la tête. Aujourd'hui, on clique, on est livré demain, etc. On veut tout de suite et on va croire que c'est pareil. Donc ce n'est pas de la faute des enfants de vouloir tout de suite, c'est de la faute des adultes. Donc c'est à nous d'essayer de corriger un peu le tir, parce que les pauvres enfants, eux, ils développent des addictions, ils ont du mal à être inhibés, justement. Donc, je vais vous donner quelques petites astuces ici pour travailler l'inhibition de vos enfants face à un apprentissage. Alors, le test que vous voyez là à gauche s'appelle le test de Stroop. C'est un test qui est utilisé pour mesurer la capacité d'un enfant à être inhibé. On est censé réussir à lire, alors il y a plusieurs niveaux. Là, on doit lire la couleur et non pas le mot.
Donc on doit lire vert, rouge, bleu. Si on fait le test, à mon avis, vous allez voir que ça va être difficile de se concentrer, de faire abstraction de ce qui est écrit par rapport à la couleur. Là, c'est le niveau le plus difficile. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez faire en famille. Après, je vais vous donner des jeux. Vous allez voir que c'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus simple. Donc, ce genre de choses, c'est vraiment important. Si votre enfant a l'habitude de vite vouloir trouver la réponse, s'il se disperse beaucoup, s'il tombe dans les pièges, s'il ne voit pas ses propres erreurs. Alors, ce que vous pouvez déjà faire, alors c'est plus pour un professeur peut-être, mais même si pour vous, ça peut vous aider, si vous savez que dans un exercice, il y a un piège, vous pouvez lui annoncer. Un piège, ce n'est pas une bonne chose en général de ne pas le dire. On sait qu'il y a un piège, mais c'est quand même bien de dire, bon, on ne dit pas lequel, mais vous pouvez dire à votre enfant, tiens, attention, il y a un piège. On a bien dit, attention, ça veut dire quoi? Attention, ça veut dire redescends, le fameux soda de tout à l'heure, stop, redescends, augmente ton attention, parce qu'il y a un piège quelque part. D'ailleurs, vous allez tous vous lever, si vous le voulez bien, et on va faire un petit test. Alors, je vous ai fait lever uniquement pour voir si vous avez mieux mémorisé, comme on a parlé de ça ce soir, comme si on est dynamique, si on est dans le mouvement, comme ça vous aurez bien mémorisé que vos enfants, vous pouvez les faire travailler debout, en marchant, c'est pas forcément devant un bureau assis. Je vais vous poser une petite question, un petit exercice. Est-ce que vous pouvez me donner le nombre d'erreurs dans cette phrase, s'il vous plaît? J'ai entendu une seule. Alors on va refaire cet exercice, mais maintenant je vais vous dire, attention, il y a un piège. Ah oui, en même temps, c'est un erreur. De quoi? Ah non, je sais pas. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme erreur? Non, mais les poissons ne nagent pas, alors que la phrase est correcte. Donc, a priori, il manquerait un S. Si on Parce qu'un poisson ne nage pas, par contre, un poisson, là, a priori, c'est un enfant qui aurait pu oublier le S. Mais il y a une deuxième erreur. Qui critique son enfant quand il a une mauvaise note en dictée? Levez le bras. Parce que là, il n'y a personne quasiment. Alors j'entends. Oui. Là. Est-ce que quelqu'un a vu qu'il y a 2 fois le mot là? L'orthophoniste l'avait vu. Un professeur de chez nous l'avait vu, parce qu'il est formé à faire ça. Il a déjà fait le test surtout. Alors, qui avait vu le fait qu'il y avait 2 fois le mot là? Ouais. 3, 4, vous voyez, on est une bonne cinquantaine encore. Et là, à peine 3 ou 4. Oui, vous l'aviez vu. Mais très souvent, les enfants, les plus jeunes, lisent réellement ce qui est écrit et non pas ce que leur cerveau pense qui est écrit. Donc, rappelez-vous-en la prochaine fois que vous criez sur votre enfant parce qu'il ne voit pas une erreur d'accord, de conjugaison ou autre. Parce qu'on est tous pareils, on a un cerveau qui est faillible. D'accord? Vous pouvez vous rasseoir si vous voulez. Mais vous pouvez rester debout pour ceux qui le veulent. Par contre, si vous êtes devant, il faut vous décaler. Voilà, c'est très très important de penser à ça. Votre cerveau est faillible. Et quand on parle de notion d'exemplarité du parent, on ne parle pas de perfection du parent. L'exemplarité, c'est quoi? C'est simplement de montrer à votre enfant que vous êtes faillible et que lui aussi, il a le droit d'être faillible. Et que simplement, il faut trouver des adaptations, des solutions, etc. Mais ne pensez pas qu'il faut être parfait. On a dit exemplaire, c'est 2 choses très différentes. Selon l'âge de vos enfants, c'est valable dès le plus jeune âge, jusqu'à l'adolescence ou même les adultes peuvent vouloir jouer à ça, tous les jeux notamment qui vont aller contre les automatismes. Ça c'est très intéressant. Bazar bizarre, salade de cafard, ni oui ni non, c'est très connu, ça se joue en plus très facilement à n'importe quel moment, il n'y a pas besoin d'objets. Le jungle speed, tabou, etc. Tout ça, ça va entraîner votre enfant à ne pas vouloir aller trop vite, à se calmer, à ne pas donner la réponse qu'il pense être bonne. Le cerveau, il a 3 systèmes au niveau, pour répondre à une question. Le premier système, c'est le plus rapide, c'est l'intuition, on va dire. Je vais répondre très vite. C'est presque toujours bon, mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, ça n'est pas toujours. Et le deuxième système qui, lui, est beaucoup plus
posé, beaucoup plus lent, il va demander de la réflexion. Et le troisième système, c'est celui qui va justement inhiber le premier. Et ce système-là, on l'a dit un peu tout à l'heure, se développe en gros à partir de 7, 8, 9 ans. Bon, s'il se développe à 10 ans, c'est pas grave, donc il se développe un jour. Mais là, il y a un rôle à jouer de la part de tous les adultes qui entourent les enfants. Donc cette inhibition est très importante pour les enfants qui ont des troubles. D'accord ? Vous pouvez vraiment y travailler, jouer, c'est vraiment un jeu. Donc voilà, merci à tous. Un petit rappel. Merci. Pensez à ce petit sentier, reparlez-en demain, dans une semaine, dans un mois. Voilà. J'espère que vous me le promettez, que vous allez en reparler entre vous. Et vous verrez qu'une fois qu'on a fait l'effort au début, au bout de quelques temps, un effort devient automatique. Donc ce n'est plus un effort. Et on peut passer à une étape suivante. Voilà. Je vais faire venir Emmanuel, c'est la fini de manger sa pizza.